J'ai à côté de moi Stéphane Delprat qui m'a rejoint. Comme je l'indiquais en introduction, vous avez participé à l'interview de Denis Piveteau, tout simplement parce que la situation de votre fils Clément et votre situation à vous, d'aidant de personnes handicapées, eh bien, elles illustrent la nécessité, mais aussi toute la complexité d'obtenir cette fameuse réponse accompagnée pour tous. Alors Stéphane, bonjour à vous. Bonjour à vous toutes et tous. Et d'abord un grand merci, sincère, au nom des organisateurs, pour avoir accepté de témoigner aujourd'hui, parce que vous allez nous le dire, le parcours de vie de Clément, eh ben, il est tout sauf stabilisé. Hein. Oui, donc Clément, c'est un petit qui a toujours été très... enfin, ça a été compliqué dès la naissance, hein. Pas la naissance, mais voilà, dès 2 ans, 3 ans, il a eu d'énormes difficultés à faire ses nuits. Et malgré toutes les visites chez les médecins, les pédiatres, ça a été très compliqué pour pouvoir poser un diagnostic. Donc il est passé par divers services, que ce soit la Lipige, le CAMS, tout. Donc ça a été très très compliqué. Son parcours a toujours été très ponctué par des visites chez le médecin, sans trouver de réponse. Il a même été diagnostiqué à un moment, il y a des troubles autistiques, mais ne sachant jamais vraiment quel était son problème. Donc on a été, malheureusement, je vous parle de ça il y a quand même déjà 12 ans, et il y a 12 ans, on n'en était pas vraiment à la recherche de tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'était vraiment les débuts, l'autisme faisait peur, et c'était pas évident pour nous en tant que famille. Alors bien sûr, quand on a un enfant ayant des problématiques de comportement et de violence, parce que c'était sa seule réponse pour pouvoir s'exprimer, puisqu'il n'arrivait pas à verbaliser les choses, mais sa scolarité a été assez houleuse. Et je dois vous dire que à chaque fois que j'allais le chercher à l'école, pour moi c'était douloureux parce qu'on me racontait tout ce qui s'était passé dans la journée, quoi. Que ce soit les violences envers les autres, les morsures envers les personnels qui l'encadraient, ou bien le jet de chaises ou de bureaux. C'était très très compliqué. C'était très douloureux tous les jours, j'avais un compte rendu. Et là, est-ce qu'il y avait, au démarrage, donc on parle d'il y a 12 ans, donc, hein, là c'est l'entrée, on va dire, dans le milieu scolaire, on va dire le côté social, sociabilisation. La réponse collective, c'est quoi à ce moment-là? Alors la réponse, en fait, ça a été très compliqué, donc maternelle et puis au CP, ça a été vraiment une grosse problématique. Et là, malheureusement, l'institution éducation nationale n'avait pas de réponse. Et il a fallu que je garde mon enfant parce que personne n'avait de réponse claire à apporter. Pour être concret, on vous dit, Monsieur Delprat, reprenez votre enfant. Gardez-le. Gardez-le. Voilà. Donc, ça a été très compliqué tout au long de son parcours de vie, mais... Comment vous avez pu faire, puisque vous avez un travail, forcément? Alors, moi, je suis enseignant, et la maman était infirmière à l'époque, enfin, elle est toujours, mais bon, les difficultés de l'enfant et la vie que l'on a aujourd'hui, a fait que nous nous sommes séparés il y a 11 ans, avec la maman, et j'ai toujours été le référent de Clément. C'était moi qui ai tenu toute la partie médicale de mon fils. Ça a été assez lourd et je dois vous dire que c'est malheureusement, on apprend sur le tas. Le handicap, avant l'expérience avec mon enfant, je ne savais pas ce que c'était, comme la plupart des personnes. Mais bon, on prend toute la dimension de la chose et malheureusement, chaque cas étant spécifique, on va dire, les réponses ne sont pas toujours adaptées au premier abord.
Il faut vraiment... et puis nous, on part de loin, puisqu'il y a 12 ans, on n'en était pas au bilan d'aujourd'hui. Ouais. Alors donc Clément a 16 ans aujourd'hui, un peu plus, à 16 ans et demi. On ne va pas pouvoir retracer en quelques minutes forcément, mais si vous deviez garder quelques épisodes, alors positifs, négatifs, constructifs ou de déception, à travers tout ce parcours un peu chaotique et de la réponse collective, encore une fois, qu'on a, nous, la société et nos organisations, qu'est-ce que vous retiendriez? Alors déjà, il faut savoir que pour Clément, et je pense que la plupart des handicapés ont aujourd'hui, malheureusement, il y a toujours des périodes de bien, de mieux, et il y a toujours ces régressions qui sont très très difficiles à vivre parce que on pense toujours en tant que parent que la situation de son enfant va s'améliorer et on espère toujours voir le bout du tunnel un jour ou l'autre. Et ces régressions font que les premières, en tout cas, on est très affectés. Et ensuite, on apprend à les gérer et à vivre avec. Aujourd'hui, Clément, en fait, sa situation ne s'est pas améliorée malgré les multiples gosses et l'implication de la MDPH et de tous les acteurs. Oui, vous m'avez dit 15 groupes opérationnels de synthèse pour Clément. 15 C'est ça. Groupes opérationnels de synthèse. On n'a pas démérité. Mais aujourd'hui, voilà. On essaye en tout cas, hein, c'est ça aussi la. Ouais. Les réponses sont compliquées à apporter parce que c'est vraiment de l'individualisé. Et aujourd'hui, Clément est interné dans un service fermé à Limoux parce qu'il y a eu des éléments déclencheurs avec un changement médicamenteux qui a fait qu'aujourd'hui, Clément, il a complètement dévrillé. Et aujourd'hui, il est en camisole chimique et il est sur Limoux, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. D'ailleurs, nous avons, grâce à l'aide de la MDPH, organisé un gosse le 30 juin pour essayer d'éclaircir une solution acceptable, parce qu'à ce jour, c'est toujours très compliqué. Peut-être on pourra l'illustrer tout à l'heure, mais vous, quel est votre espoir, une perspective quand on parle de solution, alors c'est clairement pas une solution définitive, vous l'avez intégré, je pense, mais à court terme ou à moyen terme, qu'est-ce qui se dessine pour vous en tant que... Alors aujourd'hui, Clément, il rentre pas dans les cases et on est obligé de faire, de naviguer à vue. Et à ce jour, ce qu'on nous propose en tant que parents, c'est de pouvoir intégrer Clément dans une masse, de façon à ce qu'il puisse avoir un lieu apaisant et qu'il puisse aussi s'épanouir. Mais la difficulté, c'est que Clément a 16 ans et demi, et pour ça, il faut une demande de dérogation. Donc, on se heurte toujours à des problématiques administratives, mais bon, je pense que là, ça devrait se régler, parce que malheureusement, tant qu'il n'aura pas cette possibilité d'aller sur une masse, et il va être obligé de rester résident à l'hôpital psychiatrique de Limoux. Donc c'est un peu, c'est dommage pour lui. Donc merci déjà pour ce témoignage. Peut-être après il y aura des questions, on va vous garder avec nous. Mais vous avez dit oui à la proposition faite par la MDPH de participer à l'interview de Denis Piveteau. Juste, qu'est-ce qui vous a motivé à y participer? Alors, quand on m'en a fait part, je ne me suis pas posé de question. Pour moi, c'était évident de pouvoir aider toutes les personnes et d'être aujourd'hui leurs représentants, parce que malheureusement, c'est méconnu et le handicap fait peur de nos jours dans notre société. Mais on est tous là et malheureusement, on doit lutter. On doit lutter contre les préjugés et contre les différentes agressions que peuvent subir nos enfants. Donc je vais dire la question que vous avez posée. Je voulais remercier tous les acteurs qui m'épaulent depuis toutes ces années, et en particulier la MDPH avec Catherine Ourmagnac, qui leur professionnalisme font qu'on est bien encadré et on va y arriver. Merci.
Alors, je vais dire pour vous la question que vous avez posée à Denis Piveteau, qu'on va entendre. Connaissez-vous d'autres solutions qui pourraient correspondre aux besoins de personnes comme Clément, accueillies par défaut au sein d'établissements psychiatriques? Alors, la question, évidemment, est à la fois extrêmement pertinente et en même temps, il est pour moi très difficile, faute de connaître Clément, malgré la présentation très précise que vous en avez faite, d'apporter une réponse pour lui. En revanche, je trouve que l'exemple que vous offrez et le parcours du combattant que vous décrivez et dont l'issue peut-être se dessiner, si je comprends bien, mais n'est pas encore écrite, est une excellente illustration de tout ce qu'on a déjà commencé à se dire depuis le début de cet échange. C'est-à-dire que on voit que aujourd'hui, la réponse apportée à Clément, c'est une place dans un établissement sanitaire qui ne répond pas, enfin qui n'est pas du tout, qui est à grande distance en tout cas de ce qui serait son désir et son besoin. Bon, le besoin d'abord, le désir aussi, et que si quelque chose doit se construire, ça résultera d'un assemblage qui ne correspond pour l'instant à aucune case prédéfinie. C'est au fond, pour ceux qui ont connu ça autrefois, un peu ce qu'on avait fait lorsqu'on avait créé les foyers à double tarification, devenus les foyers d'accueil médicalisé, les fameux FAM. Il faut se souvenir qu'ils étaient nés aussi d'un assemblage improbable de foyers et de secteurs sanitaires. Et on avait combiné les deux alors qu'aucune disposition législative ne le permettait. Je vois que ce qui se dessine, et notamment la combinaison d'intervention à la fois sanitaire et d'aide sociale à l'enfance, pourrait peut-être répondre aux besoins de Clément. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a sur certains territoires des manques objectifs de moyens. Voilà, il y a des insuffisances liées à l'insuffisante attractivité de certains métiers, l'insuffisante attractivité de territoires tout court. Voilà, il y a effectivement des déserts médico-sociaux comme il y a des déserts médicaux. Il faut pouvoir le poser. Mais en même temps, quelle que soit la nature des moyens dont on dispose, c'est toujours par une combinaison qu'on apporte les meilleures réponses. C'est-à-dire que je ne crois pas que créer de la place, des places standardisées, soit la meilleure façon de mobiliser le plus de moyens. Ne serait d'ailleurs que parce que la place standardisée correspondra peut-être très bien à quelques-uns ou quelques-unes qui frappent à la porte au moment où on crée la place, mais ne garantit absolument pas que ça répondra aux besoins des autres ou aux besoins qui seront les leurs lorsqu'ils auront grandi ou lorsque d'autres arriveront sur le même territoire. Et donc, il faut se mettre en mesure de faire d'une exception, de quelque chose qui est aujourd'hui un peu expérimental, qui est en lisière de deux législations, notre manière de travailler. Voilà. Il faut arriver à faire de l'innovation non pas une marge, quelque chose qui est un peu, pour quelques cas un peu particuliers, cette capacité d'assemblage doit devenir notre manière de travailler. Alors vous allez me dire, c'est bien beau de dire ça, comment on fait? Alors je crois qu'il y a deux leviers. Il y a deux leviers. Le premier, il est tarifaire. C'est-à-dire que rien n'est aussi difficile que de combiner en fait, ce qui est compliqué quand on veut combiner le travail de plusieurs équipes, en général, c'est pas tellement la volonté des professionnels. Ça, les professionnels, ils sont en général prêts à travailler avec, il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de dialogue, d'échange d'informations, mais on peut les surmonter. Ce qui est le plus difficile à surmonter, c'est le fait qu'on a des financeurs différents. Voilà. On a des financeurs différents, des tarifications différentes, et que, assez légitimement, personne ne veut payer pour l'autre, quoi. Bon, et qui va payer quand les besoins en réalité sont combinés, complexes. Bon. Donc, on a aujourd'hui un vrai problème en termes d'unification des tarifications. Voilà. Donc ça, il faut le poser sur la table. Je ne dis pas que les solutions soient simples, mais on a su en trouver dans d'autres situations, comme notamment les foyers d'accueil médicalisés. Je crois que ça fait partie des choses, des questions qui sont vraiment devant nous. Tant qu'on aura de la difficulté à assembler des financements venant de ce qui est toujours de l'argent public, en réalité, c'est toujours de l'argent public. Et donc, tant qu'on aura des difficultés à assembler ces financements venant de sources diverses, on pourra pas progresser. Je pense que la prise de conscience est assez forte dans le champ du grand âge. Je crains qu'elle soit pas encore assez suffisamment installée dans le champ du handicap. Mais bon. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut penser très différemment
comment dire, notre manière d'envisager les files d'attente. Parce que votre fils Clément, monsieur, il a fait des tas de files d'attente en réalité. Il a dû être, même si ça se trouve, sur plusieurs files d'attente de plusieurs établissements en question. Et quand on est parent d'un enfant en situation de handicap, on est en permanence sur plusieurs files d'attente. Bon. Et c'est ça qui va pas sur un territoire, si vous voulez. C'est que moi, pour le handicap, on est sur plusieurs files d'attente, mais dans le champ de la santé, non. On n'est pas sur plusieurs files d'attente. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas là, et même lorsqu'il y a des déserts médicaux. En réalité, l'enjeu pour une MDPH, pour un gestionnaire d'un territoire, c'est d'être en capacité progressivement, je crois, de rassembler l'ensemble des offreurs de services, et ça nous le proposions déjà dans le rapport en 2014, autour d'une vision unifiée de ce qu'est l'attente, pas la liste d'attente. On ne va pas classer les gens sur une seule liste, mais quelles sont les attentes, voilà. Quelles sont les attentes de l'ensemble des personnes dont nous avons la charge sur notre territoire. Et comment est-ce qu'on peut, avec une vision un peu globale, comme on peut commencer à l'avoir dans le champ de l'éducation nationale lorsque on se préoccupe de l'insertion scolaire des enfants handicapés. Là, on essaye d'avoir un peu tous les ans une vision globale de où sont les besoins, où sont les ressources. Bien, je pense que c'est ça qu'il faut être en capacité de développer, surtout pour les enfants qui, comme votre fils, ont besoin d'un fort accompagnement sanitaire, tout en ayant un accompagnement éducatif et social. Voilà, encore cette référence à l'organisation de la sécurité sociale. J'irai pas plus loin non plus. Donc avant vos questions dans la salle, et pour développer ce sujet de la psychiatrie, des parcours complexes chez les personnes handicapées mineures, au-delà de l'exemple de Clément, 3 personnes nous ont rejoints pour 2 éclairages dans l'Aude, Daniel Fay de l'USAP, ainsi que Émilie Tonello et Mélanie Rivas du département. Bonjour à vous 3. Nous commençons avec vous, Daniel Fay. Vous êtes au sein de l'USAP, le directeur opérationnel des parcours des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Pour mémoire, l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention, dont le siège est à Limoux, est née en 2021 de la fusion de 4 structures, dont l'Association audoise sociale et médicale, bien connue par les Audois sous son acronyme l'ASM. Donc l'USAP agit sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec 2000 salariés. Et en préparant cette matinée, vous m'avez dit, Daniel Fay, que le projet associatif de l'USAP, c'était de renforcer la capacité d'autodétermination des personnes. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se traduit concrètement aujourd'hui ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant d'arriver à ce stade de cette journée, cette matinée, parce que l'USAP travaille effectivement sur la logique de parcours. Antérieurement, sur le département de l'Aude, l'ASM, qui avait une identité très prévalente au niveau de la psychiatrie, travaillait d'une manière un tout petit peu cloisonnée. Et au sein de l'USAP, on a souhaité effectivement développer cette logique de parcours par rapport à des situations complexes pour trouver des solutions avec les personnes en situation de handicap, mais aussi avec les aidants familiaux, le plus adapté possible, en tentant d'imaginer avec les personnes, avec les professionnels, avec les institutions. Et on est parti du constat que globalement, et je pense que les représentants du département et les représentants de l'ARS l'ont dit, on est parti de l'hypothèse et de la posture suivante. On n'est plus dans une logique de créer systématiquement des places, même si le besoin s'en fait sentir. Il a fallu qu'on puisse imaginer, nous à notre niveau au sein de l'USAP, des structures et des dispositifs qu'on ne connaissait pas, qui permettait de répondre, non plus d'une manière institutionnelle, une place vacante, une personne entrant dans un établissement, mais bien de mettre en place des dispositifs d'accompagnement. Des dispositifs d'accompagnement qui sont des dispositifs mobiles de type PCPE, de type SAVS, de type SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, de type coordination aussi en interne. Sur le micro, juste de le rapprocher. Pardon. Et donc, à partir de là, on a fait un petit peu pas une révolution, mais tout au moins une coupure, une césure entre notre organisation, qui était centrée sur des établissements médico-sociaux classiques, je dirais, et la volonté de travailler en interne aussi sur la logique de parcours. Au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué en interne, donc
En externe aussi, c'est compliqué. Mais néanmoins, sur le territoire audois, on a quand même la chance de travailler avec des organismes gestionnaires qui travaillent véritablement bien ensemble, qui répondent aux appels à projets d'une manière commune, qui sont en situation de travailler des projets et de travailler aussi l'ingénierie des projets. Et ça me semble assez intéressant. Quand vous dites c'est compliqué au niveau interne, ça veut dire quoi concrètement? C'est quoi la difficulté? Parce que c'est une grosse structure, on peut se dire, bon, voilà, il doit y avoir à peu près toutes les compétences à l'intérieur, il suffit de les assembler, comme dit Denis Piveteau, et c'est parti. Alors, il y a des compétences individuelles, il y a des compétences personnelles, mais il y a aussi la question du financement, puisque le financement sanitaire est un financement différent du financement des établissements médico-sociaux. Le financement des EHPAD est également différent de celui des établissements PH, pour personnes handicapées. Donc il a fallu qu'on imagine. Et on a pensé effectivement à partir d'un travail que l'on a pu faire en interne sur les situations particulièrement complexes. Clément, je pense que c'est une situation très complexe que je ne connais pas, Monsieur Delprat, mais il nous est paru important de créer un dispositif de coordination qui vienne en appui en interne pour trouver des solutions les plus adaptées et s'ouvrir. Et là, je dois dire que, à la fois avec la création simultanée du PCPE et la création de cette commission de coordination en interne, on va être peut-être en situation de trouver des solutions très individualisées. Voilà ce que je pouvais dire sur cette situation. Merci à vous. Alors, dernière intervention sur cette séquence avec vous, Émilie Tonello et Mélanie Rivas. Au sein du département, vous êtes respectivement directrice adjointe en charge de la protection de l'enfance et puis chef de groupement à l'aide sociale à l'enfance spécialisé dans les situations de handicap. Et ce poste que vous occupez, Mélanie Rivas, il est très récent puisqu'il date seulement du début de cette année. Et il y a eu d'abord une expérimentation, vous m'avez expliqué, menée durant quasiment toute l'année 2022. Et cette expérimentation, elle a convaincu le département de spécialiser durablement, cette fois, un chef de groupement au handicap. Pourquoi ce choix? D'abord, Émilie Tonello, à quel besoin cela répond-il? Alors, peut-être d'abord, juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément la politique de protection de l'enfance, juste dire que le service de l'aide sociale à l'enfance peut intervenir à travers certains accompagnements de tout type. Donc, des accompagnements plus ou moins intensifiés au domicile des personnes pour soutenir l'enfant à la hauteur de ses besoins, leurs parents, jusqu'à des mesures plus intensifiées de type placement. Les cadres en charge de la protection de l'enfance, donc appelés dans l'Aude les chefs de groupement, des inspecteurs ASE, sont garants des parcours des mineurs dont ils ont la responsabilité. Nous avons le souhait dans le département, donc nous gérons des établissements, diverses structures et dispositifs. Et nous avons à cœur de nous adapter autant que nous pouvons à toutes les spécificités des mineurs qui sont confiés parce que dans le cadre du handicap ou de l'enfance élargie, nous sommes bien convaincus qu'un enfant a des besoins particuliers et spécifiques. Et c'est, en tout cas, dans l'essence de notre travail et de notre politique, d'être en mesure, en tout cas, de nous adapter autant que possible. Voilà. Alors ça, une fois que j'ai dit ça, évidemment, il y a énormément de situations, dont celle de Clément et d'autres mineurs, pour lesquels nous tentons de mener à bien les missions qui nous incombent. Donc, face aux enfants présentant une double vulnérabilité, avec donc un besoin de double protection et de double attention, le département a souhaité spécialiser un chef de groupement en le nommant référent handicap pour tenter d'améliorer en tout cas les réponses apportées à ces enfants-là. Donc, Juste, on a une idée de combien d'enfants on parle à l'échelle d'un département comme l'Aude, de ces enfants différents pour le coup? En tout cas, au niveau de l'accompagnement qui est proposé par Madame Rivas, qui prend en charge des enfants à double vulnérabilité, nous parlons de 180 enfants. Alors, cela ne veut pas dire qu'au niveau de l'aide sociale à l'enfance, nous avons seulement 180 mineurs qui bénéficient de la double vulnérabilité. Mais en tout cas, pour cette spécialisation-là, Madame Rivas, qui est en charge du parcours de ces mineurs, gère pas moins de 180 mineurs sur le département, avec pour objectif dans cette organisation de pouvoir faciliter
la connaissance des outils, des dispositifs, des partenaires qui interviennent dans le champ de politiques publiques diverses et malheureusement souvent organisés en silo, pour lesquels un travail d'articulation est nécessaire. Oui. Mélanie Rivas, quelles donc sont vos actions au quotidien pour améliorer l'accompagnement de ces mineurs handicapés? Est-ce que vous pouvez dire déjà, même s'il y a un temps, peut-être le recul est encore pas très important, mais où sont les points de progrès, les difficultés, les points de blocage que vous identifiez? Alors, juste pour préciser, on parle de 180 enfants. Le prérequis de ma mission, c'était les enfants qui bénéficiaient d'un PAG. Il y en a entre 35 et 40 actuellement sur le territoire avec des parcours complexes. Il y avait un intérêt d'avoir un interlocuteur privilégié au niveau de l'aide sociale à l'enfance, puisque le chef de groupement de l'aide sociale à l'enfance est à l'interface entre tous les acteurs et aussi accompagne les familles parce que l'enfant qui est porteur de handicap, sa situation a aussi un impact et sur sa fratrie qui est prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et sur la famille où on peut aussi amener des dispositifs d'aide et de soutien au domicile. Ça, c'est une première chose. Au niveau de ces parcours complexes, notamment pour parler de Clément, il y a des trous, comme on dit dans la raquette, au niveau des âges. On en a parlé tout à l'heure. Par exemple, Clément, qui a 16 ans, ne peut pas intégrer un dispositif adulte, puisque, comme l'a dit Madame Rénal, il y a au niveau des arrêtés et des cadres, mais il y a des dérogations. Voilà, donc les gosses nous permettent d'être dans du dérogatoire, nous permettent de négocier aussi ce qu'on appelle des CNR, donc des enveloppes budgétaires qui sont données en plus aux établissements médico-sociaux pour employer de nouveaux salariés pour une prise en charge plus individualisée. Néanmoins, la complexité de certaines situations amène à repenser les dispositifs de prise en charge, à être dans du dérogatoire. C'est vrai que Monsieur Piveteau parlait des femmes anciens FDT qui ont été mis en œuvre pour les adultes. Pourquoi ne les mettons-nous pas en place pour les enfants? Pourquoi il y a des assistants familiaux thérapeutiques qui existent pour les adultes? Pourquoi ils n'existent pas pour les enfants? Voilà, donc il y a un gros enjeu au niveau du poste qu'on est en train de créer. Je n'ai pas assez de recul, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'être l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des partenaires sociaux et médico-sociaux, je pense que ça amène de la fluidité au niveau de la communication. Et il y a aussi un gros défi qui est l'acculturation des équipes de l'aide sociale à l'enfance, donc de passer de l'intelligence individuelle où chacun est dans son prérequis de prise en charge, à de l'intelligence collective. Je pense que ça, c'est le véritable enjeu de ma mission. De formatrice aussi, du coup, on pourrait dire ça? Oui, c'est un projet. C'est un projet. Un apport technique et après, d'accentuer au niveau des plans de formation, notamment au niveau des assistants familiaux et des structures de prise en charge aide sociale à l'enfance, une acculturation au niveau du handicap et des difficultés qui peuvent être, du coup, mieux prise en charge. Merci à vous. 5 petites minutes de questions-réponses avec la salle, avec nos intervenants qui sont là. Ça peut être avec le papa aussi qui est resté avec nous. Voilà. Qui c'est qui se lance? Bonjour. Comment Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis Sylvie Brosse, je suis maman d'un ado de 17 ans et demi, autiste, hyperactif, déficient, enfin, un truc sympathique. Et je suis également responsable associative, puisque je suis présidente de Tous Solidaires Avançons. Je suis déléguée départementale de Sésame Autisme Occitanie-Est. Et je suis également secrétaire du HANM, donc ADI Athlète Narbonne-Méditerranée. Voilà, donc j'ai beaucoup de casquettes. J'arrive à gérer. Je dois être un peu hyperactive aussi, je sais pas faire, bon bref. J'ai plusieurs réflexions. Alors déjà, pour le papa, je voulais vous dire que ce que vous racontez, malheureusement, je dirais que 90%, si ce n'est plus, des parents d'enfants autistes pourraient raconter exactement la même chose que vous. Et ça, c'est dramatique parce que donc son fils a 16 ans et demi, le mien a 17 ans et demi, on a des gens qui ont 20 ans, et il n'y a rien qui change.
Il n'y a absolument rien qui change. Il y a en 2014, il y avait un recueil de témoignages de mamans, d'une douzaine de mamans. J'avais témoigné. Et ben quand je relis ça, je me dis mais en fait il n'y a rien qu'à changer. Alors c'est bien de faire des réunions tout ça, mais à un moment donné effectivement il y a un problème de moyens, effectivement de recrutement aussi. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Concernant la scolarisation, on voit que malheureusement sur nos enfants qui sont déficients, comme on dit, la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a. Donc, même si l'éducation nationale, et ça a été le cas pour moi, l'éducation nationale a vraiment fait tout ce qu'elle pouvait pour accompagner mon fils, mais à un moment donné, il faut se plier à l'évidence, quoi. Et j'ai déscolarisé, moi, mon fils, parce que je voyais bien qu'il était en souffrance scolaire. Et que finalement, l'inclusion, la loi de 2005, c'est super, sur le papier. Parce que dans les faits, il y a un moment donné, si on ne donne pas les moyens à l'éducation nationale de mettre en place ce qu'il faut, c'est pas en mettant des AESH ou des ABSI à l'époque qui sont pas formés ou qui, les pauvres, ne connaissent rien au handicap, qu'on va arriver à intégrer ces enfants dans une scolarité, je dirais, normale et efficace. Voilà. Donc ça, c'était une première chose que j'avais à dire. Deuxième chose, tout à l'heure, on parlait effectivement de l'évolution par rapport aux établissements, les institutions, etc., etc. C'est vrai. Moi, quand j'ai déscolarisé mon fils pour le mettre en IME, il y a plein de parents qui m'ont dit « Oh là là, mais mère indigne, etc., etc. » Bon, moi, je m'en fous. Je trace ma route. Je vois l'intérêt de mon enfant et pas l'image sociale. Voilà. Mais il y a une pression sur certains parents qui fait que effectivement ils ont du mal à mettre leurs enfants en IME, et c'est dommage de mettre en cause maintenant les IME en disant on va désinstitutionnaliser, parce que effectivement moi j'estime pas que mon enfant est parqué en IME, j'estime qu'il est protégé. Voilà, ça c'est une autre chose que j'avais à dire. Et enfin, une dernière chose encore, on parle des moyens financiers, effectivement c'est à deux vitesses, quand on a les moyens financiers en tant que famille ou quand on les a pas, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les moyens, je dirais, psychologiques. À l'époque où j'ai fait un PAG, effectivement il y a un délai de tout ça, mon fils était inscrit et on m'avait dit il y a 18 mois à 2 ans d'attente. Au bout de 6 mois, il avait une place. Mais pourquoi ? Parce que psychologiquement j'étais armée pour défendre les intérêts de mon fils, et donc il a eu une place au bout de 6 mois. Alors que des parents qui ne sont pas armés parce qu'ils sont en faiblesse sociale, peu importe les raisons, ces parents-là, effectivement, ils se retrouvent avec des enfants qui vont être à la maison ou avec des parcours qui ne sont pas du tout adaptés à leurs enfants. Voilà, alors je ne sais pas si ça amène une remarque, parce qu'effectivement, c'était pas forcément destiné à vous qui êtes là sur l'estrade. Peut-être Nadège Sedetch, je sais si elle est toujours parmi nous, oui, sur cette histoire de l'éducation nationale, et que c'est pas en mettant des AESH derrière chaque enfant handicapé qu'on s'en sort. Je crois que c'est quand même un point de vue maintenant assez partagé. Est-ce qu'on peut donner de l'espoir à oui. cette maman ? Alors, je n'ai pas visualisé la maman qui a parlé. Bonjour madame, merci pour votre témoignage. Simplement, nous disions avec madame Rénal que sur la question de l'autisme, c'est vrai qu'on court toujours après l'évolution de la société et que nos systèmes sont perfectibles, et nous travaillons actuellement sur l'ouverture d'un dispositif d'autorégulation à compter de la rentrée prochaine, donc avec la MDPH, l'ARS et les établissements sociaux qui sont invités à répondre à l'appel à manifestation d'intérêt actuellement, qui est un dispositif qui vise à s'installer au sein d'une école ordinaire et d'accueillir des élèves porteurs d'autisme au plus près de la scolarité ordinaire. Donc c'est encore, voilà, Monsieur Piveteau, on l'a dit ce matin, parlait de modules, encore un nouveau dispositif qui complète ce qui existe, les UEE, les UEMA, les UEA. Alors on utilise beaucoup d'acronymes dans l'éducation nationale, mais voilà, encore de nouvelles cordes à notre arc, même si c'est toujours perfectible. Sur la question des AESH, voilà, l'éducation est souvent pointée du doigt. L'éducation nationale est souvent pointée du doigt, surtout en début d'année. C'est un sujet qui est sensible, qui est difficile. Voilà, l'entrée par les moyens, par les chiffres, c'est
pas toujours une bonne chose, dans le sens où derrière chaque AESH, quand on parle de volume, il y a toujours des individus derrière, des élèves, des familles qui sont en souffrance. Pour l'autant, sur le département, il y a à peu près 3000 élèves qui sont reconnus en situation de handicap, dont la moitié sont accompagnés humainement par des AESH, et l'effectif sur le département, c'est plus de 700 personnes. Donc quand on disait, c'est vrai que sur la question des moyens, c'est toujours perfectible, il en faut effectivement sûrement plus. Maintenant, on essaie de répondre au mieux, et la conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier a pu nous donner des perspectives, notamment sur l'évolution du statut, afin de mieux les former, de mieux les rémunérer et de tendre vers des temps pleins. Je ne sais pas si je réponds, au moins en partie. C'est très bien. Voilà. C'est très bien, merci. Donc merci à vous quatre pour ce temps d'échange et de partage.